Prêt pour l'impact, c'est la question que je pose chaque jour à une personnalité qui compte dans notre économie. Je reçois aujourd'hui Karine Dachary, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, la directrice générale adjointe de la foncière INEA. On va beaucoup parler de bâtiments bas carbone, de la stratégie RSE que vous pilotez. Mais d'abord, je veux bien que vous nous présentiez la foncière INEA. Oui, bien sûr. Donc INEA est une foncière cotée qui investit depuis sa création en 2006 sur l'immobilier tertiaire neuf en région. C'est-à-dire qu'elle achète essentiellement des bureaux, mais aussi des parcs d'activités sur plan à des promoteurs, qu'elle loue ensuite à des entreprises, essentiellement grands groupes et filiales de grands groupes. Alors, vous êtes entré chez INEA juste après sa création, en 2007, je crois. Alors, moi, oui. En sortant de vos études. Si je compte, ça va me faire mal, parce qu'effectivement, ça fait 19 ans que j'y suis. C'est à moi que ce genre de bilan fait très, très mal. Moi, j'ai fait une école de commerce avec une spécialisation entrepreneur. Je voulais essayer de rejoindre une société avec un profil très entrepreneurial, pas forcément un grand groupe. Et donc, par relation, par un professeur, je suis rentrée en contact avec les trois fondateurs à l'époque, Philippe Cosio, Arline Gogel-Kempler et Alain Julliard, qui est décédé aujourd'hui, qui venaient de monter leur foncière, avec la particularité qu'elle était déjà cotée en bourse, parce qu'ils sont allés chercher un statut fiscal particulier, qui est le statut SIC, mais c'était un peu une coquille de noix. Il y avait 2 immeubles signés et pas encore en exploitation. Et je me suis dit, bon, ça a l'air de bons professionnels, j'aime bien la thématique, les territoires, allons-y, on va voir. Ça fait 19 ans que j'y suis. Est-ce que vous entendiez... J'imagine pas beaucoup dans les années 2007-2010 les mots bas carbone, bâtiment bas carbone, ou est-ce que c'était déjà... Non, dans l'immobilier, c'est venu plus tard. Moi, je daterais ça de la première obligation réglementaire qui a été de produire un rapport RSE. C'était plutôt du 2012, 2012-2013. En tout cas, nous, notre prise de conscience, elle a été là. De se dire, il faut raconter des choses en matière de RSE. Faisons de la RSE. Et nous, notre particularité, c'est de faire de l'immobilier neuf. Et on s'est dit, mais on a un super sous-jacent. Nos immeubles sont neufs et répondent aux dernières réglementations thermiques possibles en matière environnementale. Donc, on doit être performant et quelque part, on doit pouvoir en faire un avantage concurrentiel si on pousse le curseur RSE. Et donc, on s'y est mis, nous, à partir de 2014-2015, de façon assez engagée, par conviction personnelle aussi, mais aussi parce qu'on a perçu qu'il y avait quelque chose qui changeait dans notre secteur. Et puis, on a célébré les 10 ans des accords de Paris, c'était au mois de décembre. Peut-être un effet d'accélération après ces accords de Paris, notamment chez tous les interlocuteurs du secteur. Peut-être la prise de conscience, Oui, et il y avait vraiment des gens qui essayaient d'innover en la matière. Je pense d'ailleurs qu'on a été le premier investisseur, par exemple, à aller sur des immeubles tertiaires en structure bois massif. C'était à l'époque, c'était quelqu'un chez Nexity qui avait développé la filiale eWood, qui n'existe plus aujourd'hui, qui est venu nous voir avec un projet bureau en bois à Aix-en-Provence. Et c'était du 2011. Et on s'est dit, oui, ça a l'air de faire sens. Alors, on ne parlait pas encore matériaux biosourcés, bas carbone. Ces mots n'étaient pas là, mais les intentions étaient là. Et nous, on a beaucoup adhéré à ça. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on a une quinzaine d'immeubles en structure bois massif. C'est 20% de notre parc. Et ça fait sens à plein de niveaux. Oui, évidemment. Et on va rentrer dans le détail. C'est quoi un bâtiment bas carbone? Comment on fait en sorte que les nouveaux bâtiments aient l'impact le plus faible possible? Il se trouve que j'étais présent à la soirée des 10 ans du label bas carbone. Quel rôle il a joué, ce label, dans la bascule ou l'accélération de la bascule du secteur? C'est un autre HEC qui a beaucoup œuvré pour Guillaume Poitrinal, pour faire émerger justement et on va dire professionnaliser presque toutes ces intentions qui étaient là depuis quelques années. Je trouve qu'il a fait un travail formidable et il a formalisé effectivement ces nouveaux processus de construction à travers ce label. Nous, on a été lauréat sur l'une de nos opérations avec Nexity et sa filiale eWood notamment. Et il y a tout un écosystème qui s'est construit. On peut parler aussi de la filière bois, qui s'est vraiment, moi je trouve, construit à ce moment-là. Donc ça a été un formidable vecteur d'accélérateur. C'est un moyen de se comparer aussi? Ou d'avoir des métriques qui sont les mêmes pour tout le monde. La performance environnementale, globalement, oui. Et alors, c'est pour ça, on va peut-être dériver sur un autre thème, mais que la CSRD qui fait peur à beaucoup de monde, donc cette nouvelle réglementation européenne... Bilan extra-financier qui donne... Mais c'est une chance formidable de pouvoir donner un cadre standard, enfin, justement, à toutes ces intentions, et de rendre les performances extra-financières comparables. Et ça donne, pour moi, c'est un driver pour continuer pour son action RSE.
Sauf que l'Europe est en train de freiner. Alors, oui. Alors on peut considérer, il y a deux lectures. Soit on dit la CSRD, dans sa V1, c'était 800 pages, c'était trop compliqué, donc bon, c'est bien de l'avoir simplifié. Puis alors il y a une autre lecture qui consiste à dire, OK, on l'a simplifié, mais alors on a aussi réduit la voilure ou l'ambition. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il y a deux choses. Effectivement, si vous n'avez rien fait en matière RSE et que vous vous retrouvez avec la mise en œuvre de la CSRD demain dans votre boîte, c'est un mur. Mais si vous êtes embarqué dans une démarche construite depuis plusieurs années, vous vous dites, bon, c'est qu'une étape de plus. Elle est lourde, hein, je ne dis pas le contraire. Mais voilà. Après, oui, il y a eu un retour un peu en arrière avec la loi Omnibus, qui a largement réduit le spectre des émetteurs concernés. Oui. Et nous, c'est notre cas, c'est-à-dire que nous, on s'est préparé tout au long de l'année 2025 à publier notre premier rapport. Finalement, vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est ça? On n'est plus éligible du tout, à cause du critère de salariés, du nombre de salariés. Okay. Qui est absurde d'ailleurs. On va choisir quand même de publier notre premier rapport de durabilité, là, dans 3 mois. Ouais. Parce que, justement, c'est une chance, moi, je trouve formidable. Ça donne enfin un cadre, ça donne une démarche qui est très structurée. Et ça permet de montrer aussi réellement ces résultats et de les rendre comparables. Vous le faites, mais d'autres ne le feront pas. Donc c'est quand même un coup de frein aux engagements, pas seulement du secteur du bâtiment d'ailleurs. Oui, qui est global. Il y a un backlash environnemental, on va dire, depuis 2025. Mais ça ne va pas changer les tendances de fond, enfin la réalité. Ouais. Alors après, on peut soit choisir de suivre les vicissitudes géopolitiques, et voilà, soit choisir plutôt de regarder la science, les tendances réelles. Et puis tant pis finalement pour ceux qui ne suivent pas, parce que je pense que c'est finalement de la saine gestion aujourd'hui d'adresser ces enjeux-là, en fait. Et vous pensez que c'est un atout, même un atout marketing ou un atout pour une entreprise qui fait cette démarche, qui publie son bilan extra-financier par rapport à celles qui ne le font pas aujourd'hui ou qui surtout ne le feront pas si on se projette un petit peu? Clairement, moi je pense qu'aujourd'hui on a beaucoup communiqué sur des intentions. Maintenant, il faut qu'on passe aux résultats. Ça fait 10 ans dans l'immobilier qu'on parle vraiment de RSE. Donc maintenant, c'est une façon de démontrer son action réelle. Et il y a des attentes dans notre secteur à tous les niveaux. C'est-à-dire que commercialement, les locataires veulent des immeubles durables maintenant. Les banques veulent financer la transition. Donc elles veulent vous accompagner dans la transition. Les investisseurs, on est cotés en bourse, veulent aussi, parce que c'est, je vous le disais tout à l'heure, un gage de saine gestion et de pérennité des entreprises dans le temps. Tout le monde attend ça. C'est finalement un nouveau standard. Donc, ne pas le faire aujourd'hui, je pense, c'est mettre en danger sa boîte. Mais est-ce qu'un bâtiment bas carbone, ça coûte plus cher qu'un bâtiment qui ne l'est pas? Non. Alors, je dirais non. Je reprends l'exemple de l'immeuble en bois. Oui. Quand on a regardé ça, il ne coûtait pas plus cher qu'un immeuble en béton. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous aviez une phase d'étude plus longue. Il y a beaucoup de choses qui sont usinées, assemblées en usine. Oui. Mais vous gagnez énormément en temps d'exécution sur le chantier. Vous avez des chantiers qui sont réduits à quelques semaines parce que vous... Ce qu'on appelle le hors-site, c'est ça? Oui, exactement. Tout est fait préparé en usine et arrive sur votre chantier et ça s'assemble. C'est assez impressionnant à voir, presque comme du Capla, quoi. Donc finalement, nous, ces immeubles-là, on ne les a pas achetés plus cher que des immeubles en béton. Quand on est allé parfois sur du béton décarboné, des choses comme ça ne coûtait pas plus cher si c'était pris en phase de conception, si c'était pensé à ce moment-là. Aujourd'hui, transformer un immeuble qui est très vieux et qui est une passoire énergétique, oui. Oui, la rénovation, évidemment, ça coûte de l'argent. Mais nous, on a la chance d'avoir un sous-jacent neuf. Oui, vous ne créez, vous ne vous engagez que sur des projets de bâtiments neufs. Hein. C'était notre positionnement effectivement initial. Ouais. Et ça veut dire vraiment une conception différente. Là aussi, si on prend un peu de recul. Vous nous dites, ça fait une douzaine d'années que vous vous êtes engagé dans cette direction-là. Vous pensez, ou les architectes avec qui vous travaillez, pensent les bâtiments complètement différemment? Si vous voulez embarquer des solutions innovantes, alors on va passer à notre thème, mais par exemple les énergies renouvelables. Nous, on a regardé par exemple la géothermie à un moment donné. C'était quelque chose qui m'intéressait. Sur un immeuble neuf qui vient d'être livré, je ne vais pas casser tout mon système de clim et faire des forages alors que mon immeuble est neuf. C'est trop tard, finalement. Oui. Donc, je n'ai pas cette option, finalement, sur mon patrimoine. Quand vous le pensez, il y a des acteurs qui le font, notamment dans Paris. Quand vous le pensez dans le cadre soit d'une construction neuve, soit d'une rénovation très lourde, ça vaut carrément le coup. Voilà, donc, il y a des choses qui doivent se faire vraiment en coopération avec le promoteur et sur d'autres thèmes, même en coopération avec les locataires. Si on va sur la biodiversité, la gestion des déchets. Donc il y a toute une chaîne. Et en fait, l'immobilier,
ça c'est un peu nouveau, doit apprendre un peu à décloisonner pour que ce dialogue il se fasse presque à l'origine du projet. Alors, puisqu'on parle de politique énergétique ou de mix énergétique, c'est là-dessus que porte la question de Frédéric Martin, qui était à votre place la semaine dernière, le président de France Gaz. On l'écoute. Bonjour Karine, en tant que directrice générale de la foncière INEA, peux-tu nous expliquer la politique responsabilité sociale des entreprises que tu mènes au sein de ton entreprise et notamment l'équilibre entre, les travaux sur les bâtiments, notamment le green building et le verdissement du mix énergétique de ces mêmes bâtiments. Merci. Alors sur le mix, finalement, si on fait le bilan d'un bâtiment neuf sur lequel vous vous engagez, le mix énergétique, il prend quelle part? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, nous, tous nos immeubles, comme ils sont relativement récents, sont alimentés à l'électricité. Donc, on bénéficie du mix relativement décarboné de la France, grâce à la part du nucléaire. Après, vous avez deux actions possibles, on va dire, pour un propriétaire. Déjà très simple, vous pouvez souscrire des contrats d'abonnement avec source garantie d'énergie renouvelable, puisque vous gérez toutes les parties communes de vos bâtiments. Vous pouvez inciter vos locataires à faire la même chose sur leur partie privative. Bon, ça c'est relativement passif comme action. Et nous, on a voulu travailler justement, après avoir atteint, on y reviendra peut-être, mais un peu la sobriété énergétique sur nos immeubles, c'est-à-dire avoir abaissé un maximum leur niveau de consommation. On a voulu maximiser notre contribution à la neutralité carbone en produisant des énergies renouvelables. Donc la géothermie, je vous l'ai dit, c'était un peu trop tard pour nous. Et donc on est allé sur le photovoltaïque. Vous dites que la politique de solarisation déployée traduit notre engagement pionnier et constant en faveur du green building. Solarisation déployée, ça veut dire quoi? Ça veut dire trouver des partenaires pour installer des panneaux photovoltaïques sur la plupart de vos immeubles? Dans notre cas, j'irai un peu plus loin, c'est trouver un modèle. C'est-à-dire que quand j'ai regardé ça il y a plus de 3 ans maintenant, le modèle dans cette filière-là, je le trouvais assez inintéressant pour un propriétaire immobilier. Parce qu'en fait, on vous propose de louer votre toiture, la surface au-dessus de votre toiture, pour qu'un exploitant vienne y poser sa centrale et revendre son énergie à EDF. Votre immeuble ne profite absolument pas de l'énergie produite et vous avez donné un gage réel sur votre immeuble pour en retirer 3 francs 6 sous, parce que la location de la toiture, c'est vraiment ça. C'est pas grand-chose. Pas forcément intéressant. Moi, je voulais que l'électricité produite alimente déjà mon immeuble. Et donc là, vous avez quelques boîtes qui disruptaient un peu ça et qui disaient « Ok, je vais vous vendre l'électricité. » Oui, mais moi, l'électricité, je la refacture à mes locataires. Donc, je prends en charge le coût de l'infrastructure, mais comment je rentabilise ça? Et puis, le surplus que ne consommera pas mon immeuble, je le vendrai à EDF. EDF, obligation d'achat, système d'incitation fiscale. J'aime pas beaucoup faire des business models qui reposent là-dessus. Et en fait, en cherchant, on a trouvé un nouveau modèle qui a 2 ans d'existence maxi en France, qui est celui de l'autoconsommation collective. Et donc, on s'est associé avec un spécialiste donc des circuits courts de l'énergie qui s'appelle Serenison. Avec qui donc, on cofinance des centrales. Donc, on en est propriétaire. On a créé une filiale là-dessus. On alimente directement les parties communes. On propose à nos locataires d'être consommateurs de cette énergie, mais ils restent maîtres des contrats qu'ils signent. Et la grande différence, c'est qu'au lieu de vendre le surplus à EDF obligation d'achat, on peut le revendre dans un rayon de 2 km autour de l'immeuble. Oui, ça suppose que le quartier fasse partie du projet d'une certaine façon, c'est ça? Notre enjeu, ensuite, il est commercial, effectivement. Alors, heureusement, on ne construit pas des immeubles dans la pampa, si je puis dire. Donc, on a un écosystème. Et là, d'ailleurs, l'immeuble, ça prend tout son sens. L'immeuble dans la ville, qui participe à une communauté urbaine, ça prend tout son sens. Et donc, là, on a des communautés de consommateurs qui se créent avec des entreprises voisines, mais aussi des particuliers, des collectivités, une école, enfin des hôpitaux, des choses comme ça. Ça fait énormément de sens. Et là, on a quelque chose qui économiquement est rentable, parce qu'on vend l'électricité un tout petit peu en dessous du prix du marché, mais ça reste compétitif. Ça fait beaucoup de sens pour nos locataires. On leur offre une énergie produite localement, qui est verte, qui n'est plus soumise aux fluctuations des prix du marché de l'énergie. Et on a certains de nos locataires qui ont bien souffert pendant la crise énergétique de 2022, après le déclenchement de la crise en Ukraine, qui fait sens au niveau de l'engagement RSE, ensuite global, quoi. Est-ce que ça veut dire que vous ne faites plus que ça, ou est-ce qu'il y a, sur un nouveau projet, on va se dire, tiens là, la géothermie, c'est intéressant, et comment vous choisissez finalement tel ou tel mix énergétique pour un nouvel immeuble? Alors là, on est parti sur cette thématique, et là, on a l'ambition d'essayer de déployer au maximum ce modèle-là. Donc, on va rester sur le photovoltaïque. La géothermie, on pourra y revenir quand on aura des sujets de rénovation lourde, parce que c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment intéressant et j'aimerais bien creuser ce sujet. Mais voilà, pour l'instant, on a ça. C'est quand même 2 ans de boulot pour arriver à trouver le modèle, à structurer.
Ça fonctionne. On a 14 centrales aujourd'hui déjà en exploitation. On parle de centrales, en fait, c'est des panneaux sur le toit ? Oui, soit sur le toit, soit en ombrière sur des parkings. Oui, d'accord. Et c'est pour nous, 14 centrales, c'est 16 000 m² de surface solarisée et c'est 4 gigawattheures produits chaque année. C'est l'équivalent de la consommation moyenne de 1000 foyers français, quoi. Et ça seulement avec 14 centrales. Donc on a tout un pipe maintenant à équiper. Mais vous êtes obligé d'avoir une réflexion actif par actif. Parce qu'il y a des toitures qui n'ont pas été prévues pour ça. Oui, vous ne pouvez pas forcément le faire partout. On ne peut pas déployer aussi facilement, donc c'est quand même un gros boulot. Mais voilà, ça en vaut la peine. Quelques chiffres donnés par INEA, 81,5 millions de revenus locatifs bruts en 2025, une hausse de 4,5% sur un an. Est-ce que ça veut dire que vous allez plutôt bien dans un secteur qui est en difficulté ? Oui, on peut le dire comme ça. C'est que malgré le contexte, on s'en sort pas mal. On va signer un bon exercice 2025. On a la chance d'être en région, je crois. On est les seuls un peu, en tout cas en foncière cotée sur ce créneau. C'est des marchés moins volatiles que l'Île-de-France. Et on est à chaque fois on a accompagné le développement des principales métropoles régionales. Et donc, c'est des villes qui continuent à se développer malgré la crise, même si ce qui nous a manqué cette année, c'est, comme partout, c'est la demande locative et c'est les grandes entreprises qui, aujourd'hui, vu le contexte, notamment politique, n'arrivent plus à se projeter et à faire des projets immobiliers sur le long terme. C'est ça qui manque, mais on va dire qu'effectivement, les fondamentaux sont solides. On a un immobilier qui répond aux besoins des entreprises et aux nouveaux modes de travail post-Covid, qui est green, qui est performant au niveau environnemental, qui est bien placé, bien desservi par les transports en commun. Donc, on n'a pas de sujet de fond sur notre patrimoine et donc... dès que ça repartira. Oui, c'est ça. Alors, c'est la question que j'allais vous poser, parce que c'est pas seulement lié à l'incertitude budgétaire, mais elle a quand même un effet sur l'activité économique du pays, et notamment de l'activité du secteur du bâtiment. Ça vous mène dans quel état d'esprit je ne sais pas si vous regardez d'ailleurs ce spectacle parlementaire autour du budget. J'ai beaucoup regardé l'année dernière, je regarde quasiment plus là, tellement c'est agaçant, effectivement, parce que sincèrement, 2025, dans l'immobilier, on a senti une envie de repartir. Il y a de l'argent qui est là, prêt à être réinvesti. Il y a des gens qui ont envie de faire des projets. Et il y a vraiment cet attentisme patent depuis plus de 2 ans qui enraye la machine, quoi. Donc, c'est très énervant, c'est un peu affligeant. Il suffirait d'avoir... Vous, c'est des clients qui ne s'engagent pas. Oui, nous, on ne va pas y aller parce qu'on n'a pas de vision, quoi. Nous, en fait, sur notre base locative, c'est quasiment aux 3/4 des grands groupes. Donc, en fait, on a une activité locative qui reste correcte grâce aux plus petits groupes, mais la taille moyenne des baux qu'on a signés, elle est tombée à 500 m². Ce qui nous manque, c'est l'entreprise qui vient sur un de nos immeubles récemment livrés, qui prend 3 000, 4 000, 5 000 m². Parce que les grands groupes, aujourd'hui, décider d'une implantation régionale aujourd'hui ou d'un déménagement, avec le manque de visibilité fiscale, notamment, c'est pas évident. On les comprend. On a encore besoin de construire des bureaux ? Parce qu'il y a pas mal de bureaux vides en France, donc il y a encore un besoin. Oui, alors il y a beaucoup de bureaux vides, effectivement. Il y a le 6 millions de mètres carrés en Ile-de-France, là, qui fait un peu peur. Mais quand vous regardez les études, notamment CBRE a sorti un nouvel indicateur là, sur l'obsolescence. Il y a 40% de l'offre en Ile-de-France qui est obsolète. C'est 30% en région. Obsolète parce que les immeubles sont vieux, passoires énergétiques, tout ce que vous voulez, ou parce qu'ils sont plus adaptés aux nouveaux modes d'organisation du travail. Aujourd'hui, vous avez des sociétés qui sont passées du bureau cloisonné à l'open space et qui aujourd'hui vous demandent des espaces collaboratifs où on peut se réunir, échanger, des petites salles de réunion, une dimension RSE qui devient prégnante. Voilà, donc il y a un besoin de renouveler cette offre, qu'elle soit qualitative et qu'elle corresponde aux attentes des locataires. Vous avez parlé tout à l'heure de biodiversité, de déchets. Quand je pense aux déchets, ça m'engage sur la question, l'enjeu de l'économie circulaire. Et c'est vrai que c'est un enjeu du secteur du bâtiment. Vous faites quoi ? Vous faites en sorte que les déchets deviennent finalement des ressources ? C'est ce qui est en train de se passer. C'est peut-être pas totalement nouveau d'ailleurs. Alors ça, ce serait effectivement sur un cycle de fin de vie du bâtiment, ce qu'on n'expérimente pas encore chez INEA, parce qu'on a une moyenne d'âge de 7 ans de notre parc. Vous avez un enjeu sur les déchets de chantier en promotion, qu'on ne gère pas, parce que nous, on arrive au moment où on nous livre l'immeuble clé en main. Donc nous, on gère les déchets en phase d'exploitation, donc les déchets produits par nos locataires. C'est un thème qu'on a commencé à regarder en 2021-2022.
il a fallu commencer par mesurer et qualifier le type de déchets qui étaient produits sur notre parc. On est allé chercher un spécialiste, une start-up qui se montait sur ce thème. Et on a voulu surtout savoir comment étaient traités ces déchets, in fine. Sachant que vous avez 3 types de traitements possibles. Dans le meilleur des cas, c'est recyclé, c'est la valorisation matière. Cas intermédiaire, c'est incinéré, valorisation énergétique. Pire des cas, c'est enfoui ou entreposé dans des décharges à ciel ouvert. Et quand on a fait cet audit un peu inaugural, on a découvert que 25% des déchets produits sur notre parc, ce qui représentait quand même 1 tonne par an, étaient enfouis, ce qui nous a scotché. Et on s'est dit, bon, on a trouvé directement notre premier objectif, c'était réduire la part d'enfouissement. Donc vous en êtes à combien? Et ça, donc on est passé en 2 ans de 25 à 13%. Et alors malheureusement, ce taux, il est quasi incompressible, parce qu'il y a des villes en région, notamment Marseille, il ne faut pas la citer, où les incinérateurs sont saturés. Et vous n'avez pas d'autre choix aujourd'hui que d'enfouir ou d'entreposer à ciel ouvert, ce qui est dingue. Donc, une fois qu'on a fait ce premier objectif, on a un deuxième objectif qui est d'augmenter la part du recyclage. Et donc là, c'est à nous, propriétaires, d'amener à nos locataires les moyens de trier mieux leurs déchets et d'organiser des filières de ramassage des déchets adaptées. Du coup. Oui. Alors, il y a eu l'obligation, notamment sur les déchets organiques. Ça peut être un défi pour une entreprise comme vous. Ça. Exactement. C'est-à-dire comment Qu'est-ce qu'on choisit faire On choisit d'installer des bacs de compost donc à proximité de nos bâtiments. Et on essaie de relier ça à des problématiques de biodiversité en se disant le compost, c'est quand même pas chaque salarié qui va revenir chez lui avec sa bouteille de compost pour son jardin. Donc, il faudrait que ce soit l'entreprise d'espace vert qui l'utilise. Voilà. Donc, tout ça, ça s'organise. Et toutes les thématiques, c'est intéressant, se croisent quand on commence à faire de la RSE sur un immeuble. Et en fait, on se rend compte qu'on a beaucoup d'impact possible. En fait. Donc ça veut dire que quand on parle de déchets, on parle de biodiversité. On commence, effectivement. On est arrivé, vous l'avez, le déroulé. On est arrivé sur cette thématique par les déchets, un peu. Et puis parce qu'on sent que c'est aussi le prochain enjeu réglementaire qui nous attend dans le secteur. Et on ne pensait pas avoir là d'impact parce qu'on est quand même sur des zones urbaines. On investit dans les principales métropoles régionales. On a des espaces verts, mais pas non plus des parcs autour de nos immeubles. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait énormément de choses à faire. Mais alors, comment on améliore l'impact biodiversité d'un immeuble à la frontière INEA? Il y a des actions systémiques que vous pouvez déployer sur votre parc. Je vais vous donner un exemple. Vous revoyez vos contrats d'espace vert pour qu'il y ait moins de tontes par an ou de faire des tontes différenciées selon les zones de votre immeuble. Alors devant, vous voulez une pelouse impeccable, ok, vous faites une tonte rase. Derrière, vous pouvez mettre une tonte plus haute pour laisser la faune s'exprimer. Vous pouvez réintroduire des espèces locales plutôt que de stéréotyper toute votre végétalisation sur l'ensemble de votre patrimoine en France. En fait, il y a des différences locales. Vous pouvez rétablir des habitats pour la faune. Vous pouvez réintroduire des points d'eau. C'est bête, mais en fait, ça apporte énormément. Et vous pouvez passer à une gestion raisonnée de l'eau. Ça, c'est quelque chose qu'on a inscrit dans notre prochaine feuille de route. Toujours pareil, pour essayer d'avoir un cycle au niveau de votre parcelle, finalement. Donc, il y a plein de choses à faire. Ouais. Et ça veut dire que là aussi, si vous travaillez aujourd'hui sur un immeuble qui va être livré dans 1 an, 2 ans, 3 ans, comme vous faites en sorte d'y intégrer de plus en plus de biodiversité, de plus en plus d'arbres aussi. À quel point ce projet-là, il va se différencier d'un projet d'il y a 10 ans, par exemple? Alors, il va se différencier, comme vous le dites, déjà par la collaboration qu'il va falloir avoir avec le promoteur. Et on l'a fait, on a utilisé un label qui s'appelle le label Biodiversity. Je suis allée faire sur un de nos parcs d'activité avec le promoteur LCI. Et la démarche était vraiment intéressante parce que le label vous impose d'avoir ce dialogue donc, dès le départ. Mais le dialogue va se poursuivre avec vos locataires. Et donc, vous pensez vos espaces verts effectivement différemment. Donc, avec des noues paysagères, des petits bassins, des petites rigoles de rétention d'eau. Vos parkings, au lieu de faire du béton brut, vous allez le laisser respirer avec des solutions plus ou moins étanches pour que l'eau puisse s'infiltrer dans le sol. Enfin, vous allez penser tout un tas de petits ajustements, en fait, qui ne vont pas changer complètement votre objet immobilier, mais qui vont complètement améliorer sa biodiversité. Et donc, nous, on s'engage à reprendre ensuite et à entretenir de la bonne façon tout ce qui a été pensé et à sensibiliser nos locataires pour qu'eux aussi adoptent une démarche naturellement en fait, qui soit en phase avec la préservation de la biodiversité sur le site. Est-ce que dans ce cas-là, vous rentrez quand même dans une logique ou dans une critique d'artificialisation des sols? C'est est-ce que les choix que vous faites là, ça vous permet de finalement dire non, nous, avec ces options-là... Clairement, nous, en investissant dans le neuf, alors on
bâtit pas sur des terrains agricoles, mais on bâtit quand même sur des zones qui ne sont pas construites. Donc, en termes d'artificialisation, c'est pas mal. Oui. Donc, effectivement, notre responsabilité, c'est de la limiter au maximum et de penser, d'intégrer ces critères-là dans la conception du projet. Bon, là, on n'est pas en phase d'investissement, donc ça fait 2 ans là, qu'on n'a pas investi. On se concentre sur la livraison de notre pipe en cours de construction. Mais effectivement, quand on reprendra l'investissement, c'est des choses sur lesquelles on va travailler vraiment en amont avec les promoteurs. Ça veut dire qu'on va terminer là-dessus. Il y a des projets que vous ne pouvez pas monter à cause de cette loi sur l'artificialisation. Alors là, comme je vous l'ai dit, ça fait 2 ans qu'on ne s'est pas repositionné à l'achat. Mais je pense que dans certaines métropoles, effectivement, la donne a changé. Et que ça devient un critère clé pour obtenir le permis. Merci beaucoup, Karine Dachary, c'était passionnant. Je vous dis à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup.